Bonjour, vous notez bien la date, 9 novembre 2021, première webconférence, premier souci, premier tracas, premier stress, mais j'espère au bout du compte une belle conférence. Donc la question du jour, faut-il vermifuger en fin de saison de pâturage? Euh, Tout simplement, la première des questions, d'abord, faut-il vermifuger? La première question à se poser. Et là, on voit très directement sur ce sujet-là qu'il existe deux points de vue à ce propos, un point de vue conventionnel et un point de vue alternatif. Sur le point de vue conventionnel, eh bien, on considère que le parasite, c'est vraiment l'empêcheur de tourner en rond parce qu'il va gêner la croissance des animaux, parce qu'il va diminuer la production, et on n'a qu'un seul objectif par rapport à lui, c'est l'éliminer. L'éradication étant le but ultime, mais absolument impossible à atteindre. Et donc, on va procéder à une vermifugation. Et là, on voit très vite qu'il y a des dérives dans cette approche-là. Très souvent, on va procéder au traitement de tous les animaux, ce qui est une erreur parce que seuls quelques-uns méritent, en particulier environ 25 à 30%, c'est-à-dire les plus maigres du lot. Ensuite, on va procéder avec un ou plusieurs vermifuges de façon à avoir un spectre large. Par exemple, lorsque vous recevez un résultat d'analyse et que vous voyez à côté d'une infestation en paramphistome la présence de coccidie, les coccidies sur des bovins adultes n'ont aucune espèce d'importance quant à leur santé. Donc, il faut savoir sélectionner et ne pas chercher à vouloir éliminer tous les parasites. Très souvent également, on a un traitement qui est fait empiriquement sans avoir recours à des analyses. Donc, vous voyez, j'ai brossé un certain nombre de dérives. Je ferai la même chose d'ailleurs d'un point de vue alternatif. On peut, en étant avec de bonnes intentions, faire également les mêmes fautes. Si on regarde cette fois-ci l'approche d'un point de vue alternatif, on voit que l'idée principale qui émerge, c'est tout simplement l'idée qu'on peut développer une immunité antiparasitaire. Et ça, c'est un point important, et ne plus penser à affronter directement le parasite. Si on opte pour cette voie-là, fatalement, l'analyse devient obligatoire. Elle doit nous permettre de nous situer. Est-ce qu'on est dans une situation où il est raisonnable d'aller renforcer l'immunité, ou est-ce qu'au contraire, on est dans une situation où il faut d'emblée renoncer à cette voie-là pour simplement rebasculer sur le point de vue conventionnel? Mais j'ai fait une caricature tout à l'heure du mauvais usage des vermifuges. Je peux faire la même caricature dans l'approche de l'immunité, parce que quelquefois, je vois des éleveurs qui me disent « Ah, depuis que je suis en bio, je ne vermifuge plus ». Je trouve que c'est une bonne initiative. Et quand je pose la question « Est-ce que tu fais des analyses ?» et qu'il me répond « Non, depuis que je ne fais plus de vermifuge, je ne fais plus d'analyse ». Ça, c'est une mauvaise initiative. Pensez bien à chaque fois argumenter, pensez bien à contrôler tout ce que vous faites. Donc, si on s'est mis d'accord pour dire l'analyse est obligatoire, on va voir sur quel type d'animaux on doit prélever. Et là, je vous ai fait une liste assez détaillée pour vous dire, chez les bovins viande, il est fondamental de faire un prélèvement sur les adultes pour évaluer ce parasitisme, et sur les génisses de deuxième année de pâturage. Chez les bovins laits, au contraire, ce sont les adultes et les génisses de première année de pâturage. Chez les ovins et les caprins, ce sont les adultes et les jeunes s'ils ont fait un premier contact avec le pâturage. Et chez les équins, on a un prélèvement à faire 2 fois par an, aussi bien chez les adultes que chez les poulains. Donc chacun a une règle à suivre et chacun doit s'intéresser aux animaux qui sont les plus emblématiques. Les adultes, dans tous les cas, parce qu'ils représentent un peu le fond de parasitisme dans l'élevage, et les jeunes, selon leur statut immunitaire et sur leur contact avec un premier contact avec le pâturage, on va les inclure dans le dispositif. Petite remarque pour les ovins, très souvent on a affaire à des troupes importantes qui sont conduites en lots différents. Là, il faudra faire une analyse par lot, puisque les itinéraires au niveau du pâturage peuvent être radicalement différents. Cette analyse, cette copro, elle est nécessaire chez tout le monde pendant à peu près 3 à 5 ans, de façon à se faire une
une image très précise de ce qu'est le parasitisme dans l'élevage. Sans cette image-là, vous ne pourrez pas conduire convenablement et gérer convenablement à la fois la période de pâturage et à la fois cette rentrée en bâtiment. Donc, faites bien ce type de contrôle-là. Ce type de contrôle, on peut le faire de deux manières différentes. Soit à partir d'un prélèvement conventionnel avec les analyses que vous avez l'habitude de pratiquer, soit par une autre analyse que je vais vous proposer qui s'appelle la PCR. Donc à partir de là, je vais essayer de vous présenter les avantages et les inconvénients de chaque méthode. La copro classique, telle que vous la pratiquez, c'est une recherche des œufs de parasites. Donc, elle n'est possible que pendant la période de ponte des parasites. En particulier, par exemple, maintenant pour l'automne, au-delà du 15 ou au maximum 30 novembre, les parasites ne pondent plus. Donc, cette méthode n'est pas, sauf pour le paraphistome, une méthode possible. Elle est possible également pendant le printemps, si on veut faire un contrôle, par exemple, fin mai ou mi-juin, sur les petits ruminants pour voir le niveau d'infestation à propos des strongles digestifs. Comment procède-t-on? Dans cette méthode-là, on prélève des boues sur 3 animaux les plus maigres dans l'eau, on mélange le tout et on envoie au labo. À quel labo? Ben, en règle générale, au labo qui a l'habitude de travailler avec vous parce que vous l'avez repéré pour ses compétences. Quand je travaille avec des petits ruminants, eh bien on sait que par habitude, le labo départemental du Vaucluse, par exemple, celui de la Haute-Vienne ou celui de l'Ariège sont particulièrement compétents à propos des petits ruminants. Pour d'autres, la plupart sont très compétents à propos des bovins. Mais pour ce qui est des équins, eh bien, il faut quand même aller sur des labos départementaux qui sont dans des régions d'élevage du cheval parce que c'est assez particulier également au niveau de l'analyse. Deuxième type d'analyse différente, nouvelle pour vous, la PCR. Vous en entendez beaucoup parler en ce moment puisque c'est une des méthodes privilégiées pour la détection des virus de la Covid. Cette fois-ci, on ne recherche pas les œufs des parasites, mais tout simplement l'ADN des parasites. Et elle peut être applicable à tout moment de l'année. C'est-à-dire que si vous avez raté l'étape d'automne et que vous vouliez faire un contrôle pendant la période hivernale, la PCR va vous répondre à ce moment-là. Alors c'est une technique un peu complexe, je vous l'ai mise dans le détail. Tout simplement, on se sert d'amorces qui sont les copies, le début des copies de l'ADN des parasites, et on va comparer ces amorces, voir si elles arrivent à s'accoupler avec les demi-chromosomes qu'on aura effectués sur l'ADN des parasites. Et on compte non pas cette fois-ci en œufs par gramme, mais en nombre de cycles. Plus on aura trouvé facilement ces ADN, et plus on peut imaginer qu'il y a un nombre élevé de parasites. On vous aidera dans l'approche de ce type d'analyse pour l'interprétation, parce que ce sera nouveau pour vous. Vous êtes plus à même de connaître, vous, les résultats classiques. Pour la PCR, on vous aidera. Alors, je vous ai mis ici un petit rappel des résultats qui vous sont donnés classiquement par le laboratoire en nombre d'œufs par gramme. Soyez très attentifs, certains labos donnent en nombre d'œufs par 5 grammes de fesses. Donc on a à ce moment-là 5 fois plus de parasites. Quelquefois c'est un peu affolant, mais si par exemple pour strong gastro-intestinaux, je vois figurer 2500 œufs pour 5 grammes, je sais qu'en réalité je suis qu'à 500 œufs par gramme. Dans la colonne de gauche indiquée bovin, vous avez les seuils en dessous desquels vous pouvez aisément interpréter votre résultat comme étant un résultat d'un parasitisme modéré qui vous autorisera des approches alternatives. Au-dessus de ces seuils-là, il faudra être prudent. Alors, je fais une petite parenthèse pour dire que les strongs gastro-intestinaux sont peu préoccupants chez les bovins, mais que par contre, le paramphistome, aujourd'hui, est le plus fréquemment retenu. Jusqu'à 150 œufs par gramme, on peut très aisément gérer ce parasitisme-là. Au-delà de 300, il faut être dans une approche un peu plus conventionnelle et avoir recours à des antiparasitaires conventionnels. Chez les petits ruminants, les strongs gastro-intestinaux, entre 500 et 1000, en faisant la différence, sont des strongs gastro-intestinaux banaux ou est-ce que c'est de l'hémoncose? Donc là, ce sera à préciser. Je vais vous montrer que la PCR
permet de faire cette différence-là dans la même analyse. Pareil pour le paramphistum, au-delà de 100 paramphistum chez les petits ruminants, il faut être prudent. Pareil pour la petite douve et la grande douve chez les petits ruminants, alors que ces parasites-là, en particulier la petite douve, est plutôt bien tolérée chez les bovins. Alors vous avez ici ce que l'on va vous proposer en analyse PCR, c'est-à-dire un kit dans lequel on aura, par exemple, pour les bovins adultes, pour 30 €, simultanément les recherches de tous les parasites qui figurent ici, Ostertagia, strongle digestif, strongle respiratoire, qui se fera automatiquement, même si on n'est pas dans la période d'expression clinique de la bronchite vermineuse, l'éténia, grande douve, strongyloïde, paramphistum. Pour les petits ruminants, même remarque, pour 30 €, on aura tous les parasites qui figurent ici, dont la distinction entre strongle digestif banaux et lémoncose. On a immédiatement la part du parasite le plus redoutable chez les petits ruminants, qui est Haemoncus contortus. L'autre analyse que je trouve particulièrement intéressante, c'est celle qui s'adresse aux jeunes veaux, agneaux, chevreaux, où là, dans la même analyse, vous aurez les 4 parasites dominants dans une seule analyse, Cryptosporidie, Coccidie, Strongyloïdes, Giardia. Par exemple, lorsque j'aborde les strongyloïdes, on sait aujourd'hui qu'on a 50% des élevages en France qui sont contaminés par ce parasite. Donc, c'est très intéressant de le savoir parce qu'il induit des pathologies sur des veaux, par exemple, entre 1 et 3 mois d'âge, qui sont quelquefois difficiles à identifier. Voilà pour la partie ruminant. Chez le cheval, on a également, dans la même analyse, accès à des parasites pour lesquels on ne peut pas avoir accès par la copro classique. Je prends l'exemple des gastérophiles, c'est-à-dire les parasites de l'estomac du cheval qui ne pondent pas chez le cheval. Donc impossible, par la méthode classique, de savoir si on a ou pas des gastérophiles. On a également le problème de la grande douve qui est beaucoup plus ponctuel, mais dans lequel ce parasite, qui se trouve dans une sorte d'impasse évolutive dans le cheval, ne pond pas non plus. Et un cheval qui a été en pâturage en commun avec des bovins, qui a contracté la grande douve, est un cheval avec des tas de problèmes de santé, souvent difficiles à identifier, et on a très souvent ce fameux parasitisme qu'on pourra avoir là spontanément avec la méthode PCR. Chez le foal, donc chez le poulain, on a mis à part aussi Trichostrongylus, c'est-à-dire un parasite de l'intestin qui est particulièrement pathogène et particulièrement fréquent. Et puis les autres, ce sont des parasites conventionnels chez le foal. Je ne veux pas éluder d'autres tests qui sont possibles en termes de diagnostic. La méthode ELISA permet de trouver des anticorps dans des parasitismes jeunes, en particulier la grande douve chez les broutards, et puis ne pas non plus oublier que chez les petits ruminants, en particulier chez les ovins, l'autopsie est souvent pratiquée et elle permet d'emblée de faire le tour du parasitisme, d'avoir une bonne évaluation. Voilà, donc on a ici fait le tour de la question obligatoire, le poste impératif, c'est-à-dire le diagnostic, la nature des parasites et le niveau de parasitisme. La deuxième question que vous posez le plus fréquemment, est-ce qu'on peut remplacer un vermifuge conventionnel par un vermifuge naturel? Ça, c'est votre grande obsession et je vais essayer d'y répondre. Alors, vous avez un schéma qui, partant de la partie gauche du schéma, vous dit, lorsque je vous pose des questions sur les principales pathologies de votre élevage, vous répondez en disant, moi, c'est un problème de parasitisme des jeunes. D'autres vont me dire, moi, c'est un problème de vache à cellules. D'autres me parleront de boiterie. Vous savez parfaitement identifier vos pathologies dominantes. Et en suivant la voie 1, ce qui vous est proposé d'une manière la plus conventionnelle, on va vous proposer des antiparasitaires, antibiotiques, anti-inflammatoires dans les cas de pathologie clinique. Et si les choses vont bien dans la discussion avec votre conseiller, le veto ou un autre conseiller, vous allez peut-être aller jusqu'à un plan pour gérer le parasitisme ou un plan pour gérer les vaches à cellules. Et la question que vous me posez le plus souvent, c'est est-ce que je peux emprunter d'emblée la voie 4, c'est-à-dire mes antiparasitaires chimiques, est-ce que je peux les remplacer par des plantes?
ou bien des huiles essentielles. Alors, je vais vous faire une grande confession là aujourd'hui, puisque c'est une première. Il n'y a pas de plante ni d'huile essentielle qui soit capable de tuer les parasites. Elles sont capables de nous aider dans la gestion du parasitisme, mais aucune n'est suffisamment puissante, ou bien quand elle l'est, elle crée des dégâts et des intolérances chez les animaux traités. Les plantes ou les huiles essentielles sont dans la catégorie des aliments complémentaires. Donc, elles n'ont pas la prétention d'être des médicaments et surtout pas la prétention de tuer les parasites adultes. Pour aboutir à cette idée d'un usage des plantes ou des huiles essentielles ou de l'homéopathie ou toute autre approche alternative dans la gestion du parasitisme, il faut impérativement suivre la voie 2 puis la voie 3. La voie 2 qui est la gestion globale au niveau du troupeau, en particulier de l'immunité sous toutes ses formes, dont l'immunité antiparasitaire. Et là, vous verrez qu'avec un petit coup de pouce, on pourra à ce moment-là gérer correctement le parasitisme. Et la voie 2 et la voie 3, quand on a fait la synthèse, c'est tout simplement la mise en place, l'application de la méthode PEPS, qui est la méthode que l'on utilise, nous, en permanence, et dont je vais vous donner quelques mots. Donc, vous la voyez ici dans toute sa majesté, cette fameuse méthode PEPS. PEPS signifie protocole pour des élevages de précision symbiotiques et sécurisés. Alors, je ne vais pas vous faire tout un laïus sur pourquoi on a choisi ces noms-là. Au départ, c'était parce que c'était une sorte de provocation en disant si on veut changer de méthode, il faut un peu de PEPS pour pouvoir y parvenir. La méthode PEPS repose sur trois piliers principaux. L'un qu'on nomme l'homéostasie, l'autre l'immunité et le troisième la symbiose. Et je vais vous les résumer. L'homéostasie, c'est la capacité d'un individu à maintenir son intégrité fonctionnelle, quels que soient les aléas environnementaux. Et dans ce pool-là, on voit que pèsent énormément les pratiques d'élevage, donc le rôle de l'éleveur et le rôle de son conseiller, en particulier pour s'adresser à l'abreuvement, qualité de l'eau, mise à disposition de l'eau, l'alimentation, couverture de tous les besoins, quels qu'ils soient, aussi bien en énergie qu'en protéines, qu'en minéraux, qu'en oligoéléments, la température de confort, particulièrement importante chez les jeunes, la chronobiologie, savoir à quel moment les animaux doivent manger, doivent se reposer, et puis globalement le bien-être animal qui est en gros l'harmoniseur de tous ces éléments-là. Du côté du pilier de l'immunité, qui est notre pilier un peu fétiche, c'est savoir de quoi on parle et en particulier bien faire le distinguo entre les deux immunités, immunité innée et immunité acquise. L'immunité innée est représentée euh, principalement par les cellules de défense. Dans les pathologies aiguës, c'est d'abord l'immunité innée qui fonctionne. Elle est prête à réagir, quelle que soit la pathologie virale ou bactérienne. Dans les pathologies parasitaires, elle est dominante dans la partie pâturage, un peu plus secondaire dans la partie bâtiment. L'immunité acquise, c'est tout simplement la production des anticorps. Et ayez une idée très claire sur cette histoire d'anticorps. Dans les anticorps produits naturellement ou par vaccination, seuls 10% d'entre eux vont être capables de détruire le pathogène, c'est-à-dire par exemple le parasite. Et tous les autres vont être des éléments facilitants des cellules de défense. Donc, dans l'immunité antiparasitaire, cette immunité acquise est très importante et elle se développe principalement pendant la période hivernale, c'est-à-dire pendant la période où les animaux ne sont plus exposés à une contamination parasitaire et sont donc à l'abri en bâtiment. Enfin, le troisième pilier, la symbiose, c'est tout simplement la recherche de toutes les aides qui peuvent se trouver dans les micro-organismes environnementaux. Ne plus considérer les germes comme des pathogènes permanents, mais au contraire comme des aides possibles. Donc là, on verra que par exemple, dans le prochain thème que l'on va développer, à savoir la prévention des maladies néonatales, la partie symbiotique est une partie fondamentale pour la prévention des pathologies néonatales. Alors, je ne vous refais pas là le détail du tableau parce que c'est complexe. Simplement savoir que quel que soit le moment de l'année où les animaux vont soit être au pâturage, soit être en bâtiment, les deux immunités vont fonctionner. Et ce que l'on a comme image faussée, c'est l'idée que lorsqu'on pense à un parasite, on le pense à son état adulte.
Si je prends par exemple un strongle respiratoire, ben, c'est un joli ver qui fait jusqu'à 5 cm de long, alors que sa larve infestante ne fait que 5 millièmes de millimètre. Voyez, et donc, on voit bien que les moyens pour le contrer ne sont pas les mêmes et que lorsqu'on n'a que des parasites adultes en grande quantité, il faudra bien les détruire par un moyen ou par un autre. Le système immunitaire ne suffira pas. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de s'attaquer à des larves infestantes, le système immunitaire est largement suffisant. Donc, c'est à nous de faire des choix et je vais essayer de vous aider en disant qu'est-ce que vous pouvez faire, par exemple, dans cette saison qui s'annonce, la saison hivernale. On a donc dit, on vient de faire une analyse, on connaît les parasites, on connaît le niveau d'infestation et on conclut un parasitisme modéré. Donc, première réaction, surtout gardez bien ce cadeau qui vous est fait. Gardez bien tous ces parasites-là parce qu'ils vont être en contact prolongé avec leur hôte, c'est-à-dire pendant 3 à 5 mois, ça dépend des régions où on se trouve. Et là, on va pouvoir développer un volet très particulier de l'immunité, c'est l'immunité anticorps. Qu'est-ce que vous pouvez faire pendant cette saison-là où les animaux sont à votre portée et vous pouvez leur apporter un maximum de soins? La première chose, c'est gérer au mieux les organes parasités. S'il s'agit du tube digestif, par exemple, eh bien, il faudra à tout prix éviter l'acidose, qui aura d'autres répercussions d'ailleurs sur d'autres soucis. Mais l'acidose est un point fondamental. Pourquoi? Parce qu'elle va faire apparaître des substances anormales et une accélération du transit qui va gêner la capture des informations venant des parasites intestinaux. Donc, mon système immunitaire, dans sa reconnaissance de ce qu'il a à faire, de ses missions, va être gêné au tout départ du système. Deux, il faut par exemple, lorsqu'on a un parasitisme de type petite douve sur les petits ruminants, savoir protéger le foie. Le foie a à gérer la présence de parasites et on peut le faire en l'aidant, en facilitant le métabolisme des cellules hépatiques par des apports par exemple d'oligo-éléments. On a aussi, au niveau du foie, l'idée qu'il doit gérer d'autres problèmes, en particulier des contaminations fongiques des aliments, donc mycotoxines, aidez-le, apportez des oligo-éléments pendant toute la période hivernale, vous allez y gagner. Pour l'équilibre digestif, sachez travailler sur les fibres, sur leur quantité, sur le moment de leur distribution, sachez travailler sur les sucres rapides, le moment de leur distribution, leur importance dans l'alimentation. Et d'un autre côté, pour stimuler la production des anticorps, surtout maintenez bien votre parasitisme modéré et travaillez sur ce qu'on vient d'indiquer ici. Vous verrez que tout va se passer normalement. Et l'aboutissement de cette phase-là, qui est très importante, même si la phase de pâturage qu'on reprendra d'ici quelques temps pour préparer la nouvelle saison, cette phase hivernale vous permet de faire un stock d'anticorps, vous préparez la saison suivante. Et lorsque vous allez mettre vos animaux au pâturage, à leur premier contact avec les larves infestantes qui datent de l'année précédente, ils vont avoir une sorte de rappel vaccinal qui va augmenter encore leur capacité à fabriquer des anticorps. Donc, c'est du gagnant-gagnant. On ne doit pas avoir d'interruption. À chaque saison de pâturage, on doit profiter de la saison précédente, pâturage plus saison hivernale. Donc, c'est un point important. Chaque fois que vous utiliserez un vermifuge sur tous les animaux, un vermifuge très puissant, un vermifuge à effet retard, vous allez complètement effacer cette phase-là de construction des anticorps antiparasitaires et vous redémarrez à zéro avec ce qu'on appelle des animaux naïfs, c'est-à-dire des animaux qui auront à se battre à nouveau pour leur nouvelle saison de pâturage. Alors, deux mots quand même sur les outils mis à votre disposition. On a une forme poudre qui s'appelle Defiverme poudre et une forme liquide, Defiverme liquide. Defiverme poudre est un mélange d'oligo-éléments. Là, on est sur la construction, le soutien de l'immunité innée, combiné à des plantes en poudre, des extraits hydroalcooliques de plantes et des extraits d'algues qui nous permettent de stimuler la partie immunité à anticorps. Et donc, vous avez un panel des deux immunités, une qui vous permet de gérer le stock de larves infestantes avec lesquelles les animaux sont encore rentrés en fin de saison de pâturage, l'autre qui vous permettra pendant toute la période hivernale de développer la construction des anticorps.
Les quantités, je vous les ai mis sur le tableau. En gros, 100 grammes par jour pour un bovin adulte pendant une semaine, 50 grammes, voire même peut-être quelquefois 30 grammes et quelquefois même 20 grammes pour les petits ruminants selon le niveau d'infestation pendant une semaine. Le coût de l'intervention, 6 € pour des bovins adultes, moins de 2 € pour les petits ruminants. Voilà, vous avez ici un exemple qu'il faut impérativement comprendre sur comment fonctionne Défiverme. Vous avez à gauche l'exemple de l'hémoncause sur un lot d'ovins sur lesquels le travail a été fait. On est avec un taux d'infestation qu'on peut considérer comme étant pour l'instant pas très préoccupant, 500 œufs par gramme. On administre un vermifuge conventionnel du fenbendazole, 5 mg par kilo de poids vif, et on voit qu'au bout de 48 heures, on n'a plus d'œufs au niveau des selles. Mais si on laisse pâturer les animaux sur le même pâturage infesté, on voit qu'au bout de 50 jours, ils ont à nouveau atteint le niveau d'infestation initiale. Si par contre on distribue Défiverme poudre ici, on l'a distribué à 20 grammes par jour pendant 10 jours, on voit qu'on n'a pas d'effet direct sur les parasites. La ponte ne s'éteint pas comme ça d'un seul coup en 48 heures, il n'y a pas d'effet vermicide, mais au contraire, il faut à peu près une vingtaine de jours pour que progressivement l'émission des œufs dans les selles diminue. Et on voit qu'on se maintient à ce niveau bas ensuite pendant un temps très long, même si on continue à pâturer dans des zones à risque. Pourquoi? Parce que dans le deuxième cas, on a développé une forte immunité antiparasitaire. Deuxième produit, Défiverme Solution, construit sur un modèle un peu différent. Lui, construit à partir de levures, de parois de levure, qui sont des immunostimulants, et des extraits hydroalcooliques de plantes, qui sont aussi des immunostimulants. Ce produit, ici, si on doit le caractériser, pour 20%, est un soutien de l'immunité innée, donc de l'infestation par des larves infestantes, et puis un soutien à 80% de l'immunité anticorps. Et son intérêt est évident sur les troupeaux caprins et chez le cheval. Et il permet peut-être, chez les caprins par exemple, aujourd'hui, nous avons des élevages où on ne pratique plus aucun vermifuge conventionnel, ce qui est remarquable parce que les caprins sont très sensibles au parasitisme et si au pire on doit faire un antiparasitaire par an sur le mode chimique, on aura quand même bien limité les interventions. Chez le cheval, je trouve anormal que les recommandations aujourd'hui actuelles sont d'administrer tous les 3 mois un vermifuge à effet retard 3 mois. Le cheval est en permanence sous imprégnation par des molécules qui ne sont pas anodines, qui ne sont pas non plus anodines pour l'environnement. Je crois qu'il serait prudent de faire ces administrations-là avec des fivermes liquides. Le coût de l'administration est vraiment très modeste. La seule contrainte, c'est qu'il faut l'administrer sur la nourriture, par exemple, 3 jours par mois, et de préférence dans ce qu'on appelle les jours qui précèdent la nouvelle lune. Pour vous, comme point de repère, c'est la lune noire du calendrier. Donc, il y a un peu cette contrainte-là. Je trouve qu'en petit ruminant, c'est pas cher payé, parce que ça permet d'éviter justement le recours trop fréquent à des antiparasitaires chimiques. L'autre question que je souhaitais aborder et qui vient de plus en plus souvent maintenant d'actualité est liée au changement climatique. C'est l'idée que la pousse de l'herbe est de plus en plus précoce. Entre 1980 et 2020, on a noté qu'on avait gagné 12 jours au printemps et on a gagné également 12 jours à l'automne. Et les choses risquent de continuer dans ce sens-là. Et la tentation est grande, surtout cette année où on a un automne un peu pluvieux, de pouvoir exploiter cette herbe sur pied. Alors, je vous ai mis 2 réflexions, une sur la santé du pâturage, une autre sur la santé des animaux. Sur le pâturage, je vous rappelle que les soins apportés au pâturage se font de préférence en septembre, quand la température extérieure est supérieure à 20 degrés. C'est à ce moment-là qu'on amène les amendements calciques en poudre fine, c'est à ce moment-là qu'on amène les engrais organiques, en particulier le compost. Pourquoi? Tout simplement pour que la plante puisse faire des réserves racinaires pendant la période de l'automne, de façon à faciliter son redémarrage précoce. Et puis, en fin de saison, vous avez une grande question. Est-ce qu'on doit laisser l'herbe résiduelle avec une hauteur importante, ou est-ce qu'il faut faire raser de très près? Là, eh bien, la réponse est tout simplement
essayez d'être avec une hauteur moyenne de 8 cm, c'est pas facile, d'où l'idée, est-ce qu'on va le faire tout simplement en faisant pâturer, ou bien est-ce qu'on va le faire avec des moyens mécaniques pour éviter le piétinement? Donc, voilà une grande question, je ne sais pas répondre pour vous, mais je vous aide à la poser pour qu'ensuite vous puissiez imaginer les moyens que vous allez utiliser. Pour ce qui est de la santé des animaux, trois questions se posent. La première, la valeur alimentaire de cette herbe résiduelle de fin de saison. Je vous ai fait deux simulations. La première pour vous dire si on peut considérer que sur une première coupe, on atteint 5 tonnes de matière sèche à l'hectare. En deuxième coupe, 2 tonnes et demie. En fin de saison, celle que vous êtes en train de faire pâturer, vous n'êtes pas au-delà de 1 tonne 5. Et la valeur alimentaire, si on peut espérer dans une première coupe atteindre 0,87 UF par kilo de matière sèche, là, on ne dépassera guère 0,45 voire 0,50 UF par kilo de matière sèche. Donc, une récolte abondante, mais une récolte de valeur alimentaire très modérée. Ça signifie qu'il faudra complémenter pour pouvoir assurer soit une production normale, soit une croissance normale. Deux, le risque de contamination parasitaire. Imaginons, vous venez de faire votre analyse et puis vous allez encore pâturer pendant 1 mois ou 1 mois et demi. Et là, vous savez que sur les prairies, les formes infestantes, c'est-à-dire les formes qui se sont développées soit au printemps, soit en début d'automne, vont être présentes encore pendant 18 mois sur le pâturage. Donc, il faut essayer de comprendre si sur la prairie que vous êtes en train de faire pâturer, vous avez un risque parasitaire fort ou non. Comment vous pouvez le savoir? Bien, tout simplement en vous interrogeant, est-ce que cette prairie-là a été fauchée une fois, deux fois, la fauche étant la plus grande garantie que l'on ait actuellement de décontamination des prairies. En effet, les larves infestantes sont particulièrement sensibles à l'action de la canicule et donc ne comptez plus sur l'action du froid et de l'hiver pour dire on va décontaminer les prairies. Pour décontaminer les prairies, il faut avoir moins 10 degrés pendant 50 jours. Donc peu d'entre vous vont être confrontés à ce problème-là. Et donc, pensez bien à évaluer votre contamination aujourd'hui dans ce qui est pâturé à partir du rythme de fauche et du moment où ont lieu ces fauches. Enfin, le dernier point, la présence éventuelle de mycotoxines. L'automne que l'on a cette année est particulièrement humide et doux et on voit se développer énormément de champignons dont vous pouvez constater la présence à la face inférieure des feuilles des légumineuses comme des trèfles ou des luzernes ou à la base des tiges de graminées. Et là, ce ne sont pas forcément des champignons toxiques, mais ils sont au moins des indicateurs d'un milieu favorable à la production de mycotoxines. On a également constaté, et là on l'a eu récemment le cas, des contaminations bactériennes, des colis, des salmonelles, des listeria. Donc, vous voyez, je vous ai tracé un tableau qui n'est pas très encourageant sur le pâturage de fin de saison, mais qui est simplement une mise en garde en disant analysez tous ces points et allez-y. Si vous avez une herbe abondante, une herbe qui est sur un sol sain, eh bien, faites pâturer. Il serait dommage de gaspiller ce que l'automne nous apporte encore. Voilà, pour résumer nos différentes étapes, je vous rappelle tout simplement qu'en première étape, c'est l'évaluation du parasitisme. Analyse indispensable et que vous ferez selon vos convictions, soit par la voie conventionnelle, soit par PCR. Deux, l'idée que, en fonction de la date de rentrée en bâtiment, vous serez avec une évaluation qui sera juste ou qui sera peut-être trop précoce. 3, l'idée que vous pouvez développer de l'immunité antiparasitaire avec nos spécialités, défivermes, poudre ou liquide, et l'idée que vous pouvez également, pendant tout l'hiver, renforcer votre immunité générale avec différentes solutions. Alors, je vous les énumère, mais ce sont des solutions qui doivent être adaptées à chaque type d'élevage. On a des formes liquides qui s'appellent des défioles, qui sont des associations d'oligo-éléments avec certaines algues que nous avons sélectionnées pour leur action immunostimulante et leur action qui favorise l'absorption intestinale des oligo-éléments. Ces formes-là sont des formes à action extrêmement rapide ou des formes de soutien faciles à distribuer, par exemple dans l'eau de boisson ou même sur les aliments. Et puis nous avons tout un panel de formes poudres
qui s'adressent à des situations bien particulières, soit des situations de production, soit des situations de préparation à la mise bain, soit des situations de complément à ce que vous faites. Donc, à partir de là, on vous fera découvrir nos différents défis mines que je ne vais pas énumérer. Et n'oubliez pas non plus que pendant la période hivernale, les animaux ont besoin de vitamines AD3E, qui sont les vitamines qui renforcent la qualité des barrières, en particulier la qualité de la barrière intestinale et de la barrière pulmonaire, et que, à propos de la barrière intestinale, c'est un moyen de freiner la pénétration des larves infestantes de contamination de fin de saison de pâturage. Voilà, j'en ai fini à peu près pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Sachez que la période de fin de saison de pâturage est une période clé qu'il ne faut pas rater. C'est une étape indispensable qui prépare la prochaine saison de pâturage et que pendant cette prochaine saison de pâturage, vous aurez beaucoup d'éléments à contrôler qui veulent dire que, ben, j'annonce déjà qu'en gros, fin février ou début mars, on aura une séance qui consistera à préparer la saison de pâturage, à voir tous les éléments à mettre en place, de façon à ce que vous puissiez vous organiser et non pas improviser au dernier moment cette partie clé dans la gestion de l'immunité. Voilà, je ne sais pas si j'ai été trop long, je n'ai pas eu le temps, c'est la première séance. Oui, certainement un peu, mais on est à peu près dans les temps et on va vous laisser la parole si vous voulez intervenir. Est-ce que... Alors, je consulte là les questions posées. Alors, moi, j'en ai quelques... Pardon? Aline, mais... Ah, mais je n'ai pas, j'ai pas de... Il faut qu'ils activent leur micro ou qu'ils posent dans le chat, en fait. Dites-leur d'activer leur micro. Mais, oui. Est-ce que vous avez tous activé vos micros pour pouvoir intervenir? Oui. Bon, alors, qui parle? Aline. Aline. Alors, dis-moi la question. Oui, ben moi, en fait, je me suis... la ferme vient de s'équiper d'un distributeur, tu sais, dans le circuit d'eau. Oui. Tu sais, donc je vais pouvoir donner enfin les oligo-éléments à bonne dose et peut-être à bonne dose, je ne sais pas encore, mais en tout cas, je vais essayer de les donner à bonne dose. La question, c'est de savoir, est-ce que j'en donne des liquides comme ça 5 jours par mois ou est-ce que, avec les différentes formules là que tu as présentées et que je prendrai en compte, bien entendu, et est-ce que j'en donne 5 jours par mois ou est-ce que je donne, moi je pensais donner 5 jours et après donner 25 jours du minéral classique, quoi, tu vois, en granulé, quoi. Est-ce que c'est l'idée ou est-ce que j'en donne tout le temps, quoi? C'est la question. Aline, il faut que tu saches que tu m'accompagnes dans toutes mes formations parce que je prends l'exemple de ton troupeau dans la gestion du piétin, en particulier du parasitisme. Toi, tu es une convaincue de l'efficacité des oligo-éléments et du soutien de l'immunité. Ouais. Et donc, c'est un vrai témoignage. D'ailleurs, peut-être qu'on te fera témoigner à nouveau sur ce sujet-là. Donc, dans la bonne technique aujourd'hui, c'est tout simplement de commencer par évaluer la qualité du minéral que tu vas distribuer. Je ne sais pas lequel il est, mais tu peux tout simplement, par une analyse de laine, savoir si tu couvres les besoins ou pas. Et après, à partir de ce moment-là, on pourra te proposer deux solutions complémentaires. Soit une forme poudre qui viendra compléter le minéral que tu as parce qu'il a, par exemple, une insuffisance en oligo-éléments, telle que l'analyse l'aura révélé, soit une forme liquide, tout simplement. Mais l'idée que tu sois équipé d'un distributeur de forme liquide pour gérer la santé des animaux, c'est très bien, c'est parfait, parce que tu auras d'autres occasions d'administrer des formes liquides par cette voie-là. Donc, pour le moment, c'est réponse très ouverte. On essaye de voir ensemble, donc sans qu'on rentre dans l'intimité de ta vie, on demandera à Julien de te faire une proposition sur le condiment minéral, et à partir de là, on jugera, avant même d'avoir fait l'analyse, si on doit le compléter ou pas. Mais c'est évident que pendant cette période-là, où toi, tu vas avoir de la neige là, pendant 4 mois, eh ben, tu seras très à l'écoute des animaux et tu pourras les compléter facilement. La difficulté un peu chez les petits ruminants, c'est que la forme poudre est pas toujours facile à distribuer parce qu'elle se sépare des autres aliments. Donc, on est tenté de passer par la forme liquide qui est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Alors, pour notre part, à Solunature, la partie condiment minéral petit ruminant est prévue pour être en granulé.
de façon à justement éviter les inconvénients de la poudre. Chez les bovins, c'est tout à fait égal. On mélange très facilement la poudre à des formes d'enrubannées ou des formes ensilées, donc pas de difficulté. Mais chez les petits ruminants, c'est un peu plus complexe. Je Est-ce que j'ai termine. répondu? Ouais, tu as répondu, j'ai compris un peu ta réponse, mais je voulais quand même, ma question c'est, est-ce que tu penses que par le buvable, là, je vais diminuer, enfin, ça fait un mois que je note la consommation d'eau quand même, hein, avant de mettre les oligos, parce que moi j'ai peur que ça leur diminue la consommation d'eau, tu vois ce que je veux dire? Non, non. À la dose qu'on va te préconiser, c'est-à-dire, en gros, ce sera 30 ml dilués pour 8 litres d'eau, tu vois, c'est Ouais, imperceptible. d'accord. Donc, Et il n'y donc aura pas je de. pourrais donner que du liquide dans l'absolu, c'est plus simple. Dans l'absolu, tu vas donner, par rapport à l'immunité, tout ce qui est nécessaire. Mais n'oublie pas que l'apport de calcium est très important. Toi, tu as des brebis de lait et elles ont, comme la vache laitière, des besoins énormes en minéraux parce qu'elles exportent tous les jours des minéraux avec leur production. Et que le calcium, c'est non seulement pour produire le lait, mais c'est également pour être disponible, pour permettre la capture de tous les messages hormonaux. Donc, pour bien aller, il faut en permanence avoir du calcium disponible. Donc, tu ne seras pas dispensé de la partie minérale. D'accord, très bien, parfait, j'ai compris. Merci. Toujours donneur de leçons, tu vois, je n'ai pas changé. Ouais, je vois, je vois. Mais moi, je pratique pas toujours, donc ça va. Non, 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 mais dans l'ensemble, tu connais très bien. Et puis, ton passé de conseillère, justement, te permet de comprendre tous ces points qui sont des points clés que très souvent on néglige. Ouais, c'est le plus important, l'immunité. Immunité, bien sûr. Bon, merci, Est-ce qu'il y a, Gilles. est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Oui, une question. Donc, c'est Bertrand du GAEC Cryos avec Simon et Jean-Marie. Bertrand, sans te voir, je t'avais reconnu. Alors, Merci. dis-moi. On parle beaucoup des plantes à tanins par rapport au parasitisme. Quelle est ta position par rapport à ça? Alors, les plantes à tanins, il faut faire la différence. Enfin, il faut d'abord les voir sous un autre angle. Ce sont des plantes avec une bonne valeur alimentaire. Qu'on ait du sainfoin, un peu compliqué à produire, qu'on ait des chicorées, qu'on ait du plantain. Ces plantes représentent une source d'alimentation non négligeable. Quant à dire qu'avec ça seulement on va gérer le parasitisme, je pense que c'est faux. C'est une illusion totale. Mais par contre, elles peuvent permettre de limiter le développement des parasites. Donc, elles vont freiner le développement de la population, ce qui n'est pas si mal non plus, combiné avec d'autres moyens comme le soutien de l'immunité. Alors, je vais prendre ton exemple aussi, parce que je suis ravi là, que tu interviennes. Si je compare l'effet des plantes à tanins qu'on t'a recommandées et que je leur mette une note d'efficacité, je vais leur mettre une note de 5 par exemple. Et si je me réfère à ce que tu fais, c'est-à-dire à l'apport permanent d'un mélange sel, condiment minéral et donc oligo-éléments en pâturage, à ce moyen-là, je lui mets une note de 20. Tu vois, donc on est sur des niveaux d'efficacité différents. Et pour vous, la difficulté, très souvent, c'est de savoir si ce que vous faites, c'est anecdotique ou au contraire, si c'est déterminant. Et là, je te fais vraiment clairement la différence entre, si je parle du point de vue immunité antiparasitaire. Par contre, les minéraux que tu distribues régulièrement, ils n'ont rien à voir avec la couverture des besoins alimentaires. Je dis bien, ces plantes-là, qui semblent résister pour la plupart à la sécheresse, peuvent représenter une source d'alimentation tout à fait complémentaire de l'herbe de prairie naturelle. Est-ce que c'est bien Oui, oui. suffisant comme réponse? La question que je me posais, moi, c'est si on ne pouvait pas avoir des problèmes de toxicité avec ces plantes-là. On a beaucoup de plantain, du plantain. Vous devez avoir vous. Du lancéolé, ouais, et qui se ressème vraiment tout seul. On en a semé un tout petit peu, il se ressème tout seul et il y a sur des parcelles, là, grâce ou à cause de la sécheresse, il y a un moment, il y en a vraiment beaucoup, 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 quoi. Donc, est-ce que ça peut pas être dérangeant d'avoir des plantes? Le tanin, c'est pas forcément très, très bon non plus, quoi. Oui, oui, Pour oui, les oui, animaux, tout à quoi. fait. Ouais. Tout à fait. Le plantain que vous avez est un plantain quand même à large feuille, c'est pas le plantain lancéolé. C'est du lancéolé.
Oui, C'est du plantain semé, hein. oui, 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 mais il a donc, par rapport au plantain spontané, quand même un développement en feuilles qui est beaucoup plus important. Oui, 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 oui. Oui, donc il a quand même une certaine valeur alimentaire, mais c'est vrai que, l'excès de tanins n'est pas souhaitable, hein. Les tanins, modifient considérablement, la flore du rumen. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que dans un mélange, mis à disposition pour pâturer, il faudrait que le plantain n'excède pas 30 du mélange Mmh. en termes de volume, de proportion de matière sèche. D'accord. C'est bon pour vous? Oui, oui, c'est bon pour nous. Ouais. Merci, merci. Et le bonjour à Jean-Marie que j'écoute derrière toi. Ouais, ouais, ouais. Euh, J'aurais des petits trucs à te dire par rapport au sol. oui, Par rapport aux dis-moi. apports, apports carbonate et puis compost. Et un amendement organique, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais nous dire à ce propos-là? Voilà, parce que le carbonate apporté à l'automne en partie fine, il est soluble dans l'eau froide, donc pendant tout l'hiver, il va disparaître. Il faut, bah, ça, c'est Iverodi qui conseille plutôt les carbonates concassés, qui sont grossiers, qui eux attendent que l'acidité vienne se poser dessus. Et ils ne sont pas solubles dans l'eau, ils ne s'en vont pas. Oui, je sais qu'on a tout un débat là-dessus, mais écoute, moi, je me rangerai à ceux qui sont plus experts que moi, donc on peut passer sur une granulation plus importante Ouais. en mise en place au niveau de l'automne. Mais quand on est en bio, par exemple, une des grandes difficultés, c'est le démarrage de printemps. Et je pense qu'il faut préparer l'herbe à l'automne pour qu'on n'ait pas ce handicap en bio par rapport aux conventionnels qui, eux, vont aller chercher un effet azote avec un démarrage beaucoup plus rapide. On a besoin d'optimiser au maximum la production d'herbe. Donc là-dessus, il faut qu'on ait une politique qui soit bien adaptée à cette caractéristique particulière de l'élevage en bio. Après, c'est le problème des températures. Hein. Oui, oui, tout à fait, La absolument. minéralisation d'azote, elle se fait à 12 degrés. Hein. Tout à fait, tout à fait. Autre, autre question? Moi, j'avais une question, bonjour. Au niveau minéralisation et immunité, pour faire le point justement sur les carences, est-ce qu'il vaut mieux faire un profil métabolique ou une analyse de poils? Enfin, moi, je suis un bovin allaitant. D'accord. Et voilà. Alors, c'est une question et je suis ravi que, je ne sais pas, j'arrive pas, malgré ce bel accent du sud-ouest, peut-être, ou je sais pas, j'arrive pas à te C'est ça, resituer. c'est ça. J'arrive pas à te... Sud-ouest, dans l'Aveyron. Parfait. Donc, la question est profil métabolique ou analyse de poils. Ces Et à quel moment questions-là, le faire? tout à fait. Alors ça, c'est un point très important et merci de l'avoir posé la question. Euh, Historiquement, ce sujet-là a été abordé dans les années 80. J'ai beaucoup participé avec quelqu'un que les vétos connaissent bien, Pascal Le Breton, sur cette question-là, et qui a été au départ l'approche sous la forme des profils métaboliques. J'ai assisté à la mise en place, j'ai pratiqué avec lui de nombreuses fois cette méthode-là pour me rendre compte que c'est une méthode qui ne met en évidence que des phénomènes de carence. Donc, il faut qu'il y ait des manques très importants. Or, ce que l'on cherche aujourd'hui, c'est plutôt les phénomènes de déficit, c'est-à-dire des petites insuffisances, mais qui sont très déterminantes pour stimuler le système immunitaire. Et donc, en ayant pratiqué à peu près aujourd'hui plusieurs milliers d'analyses de poils, je pense que c'est la méthode de référence. Elle permet d'analyser très précisément ce que l'animal a retenu de son alimentation pendant les 2 mois qui précèdent, à la fois en minéraux, en oligo-éléments. Aujourd'hui, on explore à peu près une trentaine de paramètres avec cette analyse-là. C'est une analyse qui est très décriée et à raison parce que quelquefois elle est mal pratiquée. Il faut être extrêmement rigoureux dans la technique de prélèvement, prélever des poils en gros sur les côtes, tondre très près de la peau et ne retenir que les 2 premiers centimètres qui étaient au contact de la peau. Au-delà, il y a une détérioration de l'information parce que le poil se casse, parce que le poil s'effrite, parce que le poil se contamine. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut également avoir un labo de référence. Aujourd'hui, on a enfin un partenaire fiable qui nous donne des résultats tout à fait cohérents. Et lorsque l'on fait un prélèvement, on a le résultat des 2 mois précédents.
C'est-à-dire que si aujourd'hui vous décidez, après mon intervention, de faire une analyse de poils, vous aurez la photographie exacte de ce qui s'est passé pendant la période de pâturage, parce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, les animaux, en particulier par exemple les allaitants, ont reçu une alimentation très typique de la période de pâturage. Or, ce que je constate, et c'est là-dessus qu'on viendra d'ailleurs à la deuxième session, qui sera la session qui va aborder le parasitisme pendant la période de pâturage, on va se rendre compte qu'il y a souvent une sous-estimation des besoins des animaux pendant la période de pâturage. Pendant cette période-là, qui est la période de risque de contamination parasitaire, on voit que le système immunitaire est déficient parce que les apports pendant la période de pâturage sont insuffisants, en particulier en oligo-éléments. On couvre assez bien les besoins en minéraux, mais pas en oligo-éléments. Donc, on vous proposera des mesures adaptées à ça. Et aujourd'hui, oui, je vous encourage à faire une évaluation. Donc, pour tout ce que je donne comme information sur les analyses, vous trouverez sur le site de Solunature des informations quant au labo auquel on s'adresse, quant aux bons de commande par rapport à ces analyses, et même par rapport au matériel pour faire en particulier le prélèvement pour la PCR sur les coproscopies. J'ai oublié, et je fais mon mea culpa, j'étais un peu perturbé aujourd'hui, sur l'écouvillon. C'est tout simplement une petite tige avec au bout une sorte d'enrobement par du coton qui permet d'aller rechercher dans le rectum les parasites qui se trouvent au contact de la muqueuse du rectum. Voilà. Est-ce que j'ai à peu près répondu à ta question sur comparaison, profil métabolique et analyse de poils Oui, ou de laine? oui, oui. Et Mais du coup, au moment moment pour le faire, du coup, ouais, 2 mois pour faire l'hiver, 2 mois après la rentrée des bêtes, quoi. Tout à fait, absolument. Donc, ce sera par exemple fin janvier ou mi-février. Et alors là, tu auras une vision. Et cette analyse-là, qui coûte 110 €, on ne la pratique qu'une fois. On ne reviendra pas dessus avant 10 ans, à moins d'avoir un changement radical, de passer par exemple d'un système d'alimentation tout maïs à un système d'alimentation tout herbe. Oui, là, les choses vont changer, il faudra refaire. Mais autrement, quand vous faites des variations à la marge, votre résultat, il est valable pour une période très longue. Alors que j'ai insisté pour dire, au niveau du parasitisme, sur les copros, faites bien vos analyses régulièrement pendant 5 ans pour vous faire une opinion de ce qui se passe sur votre élevage. Là, vous aurez, avec l'analyse de laine ou de poils, une vision qui peut être une vision sur le long terme. D'accord. Une dernière question, puisqu'on arrive presque à la fin de notre entretien. Alors, moi, j'en avais une sur mon portable dans lequel on me demandait de bien insister sur la partie correspondant au paramphistome. Alors, je vais peut-être revenir là-dessus, puisque aujourd'hui, c'est un peu le parasite vedette chez les bovins, mais aussi en même temps, de plus en plus chez les petits ruminants. Le paramphistome est un parasite de zone humide dont la charge, la contamination au niveau d'un élevage va en augmentant d'année en année. Et il est intéressant de faire des copros, d'où mon idée de faire une copro chaque année pour voir si c'est une contamination qui est stable, par exemple chez les bovins à 50 œufs par gramme, ou au contraire, c'est la tendance à augmenter. 50 œufs la première année, 150 la deuxième, 300 la troisième année. Là, on atteint un niveau qui est un niveau insupportable et pour lequel on va décider, et c'est un peu contraire à ce que j'ai prôné jusqu'à maintenant, l'idée de déparasiter tout le monde avec un antiparasitaire chimique. Donc, on va le faire de façon à assainir et ensuite à repartir pendant 4 ou 5 ans sur un niveau de contamination qui va être très allégé et qui permettra de revenir à une gestion alternative. Donc, vous voyez, c'est le seul cas où on peut avoir malheureusement, enfin malheureusement et heureusement peut-être, recours à des molécules chimiques pour régler un problème momentanément et revenir à des moyens beaucoup plus alternatifs après. Bon, je crois que je vais vous remercier tous d'avoir eu la patience de nous supporter là pendant 1 heure. Vous dire que la prochaine séance, elle aura lieu le 14 septembre, je crois, elle vous sera annoncée. Et le thème, c'est la prévention des maladies néonatales, qui est aussi un gros sujet. Et on sera précisément dans la période d'élevage où les pathologies vont être, et plutôt les mises bas vont être les plus fréquentes. Merci à vous et puis à bientôt.